Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans Objectif 2023. Votre magazine reçoit pour vous aujourd'hui sur ces plateaux le révérend Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, ICC. Bonjour révérend. Bonjour Madame Cléopâtre. Bienvenue dans Objectif 2023. Merci beaucoup. Alors, l'ICC, l'Église catholique via la SACO, l'IRC, tout ont publié leur feuille de route pour les élections de 2023. Quels sont les points de convergence? Bon, disons qu'il faudrait d'abord rappeler à l'opinion la nécessité de comprendre l'indépendance ou l'autonomie qui caractérise chaque confession religieuse. C'est vrai que nous évoluons toutes ou tous au sein de la plateforme des confessions religieuses, mais chaque confession a quand même son autonomie. Ceci dit, pour les comptes de l'Église du Christ au Congo, j'aimerais bien parler en ces termes, puisque comme responsable de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, mais en même temps, au niveau de la communication de l'Église, nous avons présenté notre feuille de route en date du samedi, je crois que vous avez suivi cela. Le point de convergence entre les trois publications, on fait allusion aussi à celle de l'Église du Réveil, ce que toutes les confessions religieuses, du moins pour celles qui ont présenté les feuilles de route, tiennent à ce qui est ce qu'on appelle l'éducation civique électorale. Donc nous partons de l'analyse de la situation et nous cernons la nécessité de former davantage la population à la culture électorale. Vous savez qu'après 3 cycles électoraux, nous avons trouvé beaucoup de difficultés au niveau de l'engagement citoyen de nos populations. Certains sont même déçus du fait que ces élections débouchent souvent sur des contestations ou des violences électorales. Donc il y a une sorte de recul de notre démocratie. Nous avons estimé qu'il était intéressant d'aller dans le sens des civismes électoraux. Deuxièmement, c'est la sensibilisation que nous avons aussi mis en place. Troisièmement, c'est la mission d'observation électorale. Donc du moins, pour des grandes lignes, en ce qui concerne les 3 confessions, nous avons, pour le dire en résumé, nous avons la question du civisme électoral, la question de sensibilisation de la population et nous avons la question des missions d'observation électorale. Mais pourquoi n'avoir pas envisagé une feuille de route commune, bien que vous évoluez chacune des confessions d'une manière autonome? Oui, en tout cas pour les comptes de l'Église du Christ au Congo et la SENCO, du moins je peux parler en termes de nos 2 églises, nous avons déjà fait ce travail. Donc il y a une feuille de route harmonisée entre les 2 confessions religieuses. Vous savez que ça fait pratiquement 3 ans, jour après jour, que nous travaillons ensemble, en dépit du fait que nous avons des questions d'intérêt général qui nous mettent ensemble, notamment avec les autres confessions religieuses, mais cela n'empêche en bilatéral que les CC et la SENCO travaillent. Donc en ce qui nous concerne, nous avons eu un atelier important d'ailleurs au travers de nos 2 commissions Justice et Paix, où nous avons déjà élaboré même le projet conjoint et qui essentiellement revient sur 4 axes. Mais là, il faut rajouter la dimension du plaidoyer qui figure aussi dans notre feuille de route conjointe. Mais à quoi serviront réellement ces feuilles de route alors que le processus électoral n'a pas encore réellement commencé? Disons que justement c'est très intéressant de poser cette question parce que souvent l'on pense que les processus électoraux, du moins pour l'opinion de manière générale, commencent avec les opérations de vote ou quoi. Non. Chez nous, les processus électoraux commencent avec l'audition du rapport. Je crois que peut-être vous allez permettre que nous reviendrons. Mais les processus électoraux tiennent compte de plusieurs paramètres, entre autres le paramètre du civisme électoral. Donc pour nous, nous sommes bien entendu dans un projet qui doit accompagner essentiellement les processus de bout en bout. Donc ce travail sera fait au début du processus jusqu'au traitement des contentieux. Donc raison pour laquelle nous n'avons pas et surtout il faut reconnaître que la société civile ou les confessions religieuses participent essentiellement au processus électoral. Donc nous y sommes comme partie prenante du fait que nous observons les élections, du fait que nous participons à la désignation des membres de la CENI, mais au-delà de tout, nous avons un ancrage sociologique important, c'est-à-dire nous encadrons la population qui va voter.
Les confessions religieuses ont accepté de désigner les animateurs de la CENI avant leur réforme. Avez-vous subi des pressions politiques avant de fléchir? Non, non, nous n'avons pas changé de posture. Peut-être que la communication n'a pas été... Je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau de la communication. Les confessions religieuses restent dans la logique d'exiger les réformes. D'ailleurs, si vous suivez dans toutes nos feuilles de route publiées, et même la communication que le collègue Donatien Cholet avait communiqué, il a insisté essentiellement au nom des confessions religieuses sur l'exigence des réformes électorales. Donc, on n'a pas changé de posture quant à ce. Mais seulement, nous voudrons, au même moment où nous parlons des réformes électorales, nous entamons également les processus. Ça, c'est à l'interne. C'est-à-dire les processus de désignation pour les comptes des confessions religieuses, tout en rappelant qu'elles ne sont pas les seules à désigner les animateurs. Nous sommes dans l'hypothèse où, qui est réforme ou pas réforme, les confessions auront bel et bien la responsabilité de désigner les animateurs. Nous nous sommes dit, au lieu d'attendre la fin des réformes pour commencer à réfléchir sur les candidatures, nous pensons plutôt faire d'une pierre deux coups. Nous poussons avec les réformes, nous accompagnons les parlements dans cet exercice républicain, mais en même temps, à l'interne, nous ouvrons les débats pour analyser de manière à ce que les noms qui seront retenus, 2, 3, 4, en ordre des priorités, seront mis déjà voilà, sur la liste et nous attendrons au moment venu pour présenter notre liste. Mais qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, on estime que l'Église ou les confessions religieuses pourront s'attendre dans la désignation d'un candidat président? C'est d'abord question de tradition. Vous savez, le poids moral, le poids éthique ou la responsabilité éthique, mais aussi l'ancrage sociologique qu'incarnent les confessions religieuses ne peuvent pas mettre en doute sa responsabilité dans le processus électoral. Je sais bien que ces débats fait couler encre et salive dans certains milieux où les uns et les autres estiment que les confessions ne devraient pas être les seuls à désigner les candidats ou les membres. Pourtant, il y a un élément important à souligner. Même quand nous étions à Sun City lors du dialogue intercongolais, le rôle joué par les confessions religieuses, d'ailleurs je rappelle que l'ECC en son temps a eu l'occasion ou l'opportunité de conduire, de diriger le Sénat des transitions. Ceci découle de la logique du dialogue de Sun City. Donc il est important de savoir que dans notre pays, les confessions religieuses ne sont pas des simples ONG à mettre au même titre que les organisations de la société civile. Ce sont des institutions sociales et religieuses importantes. Je suis à l'aise quand je parlais de ma confession religieuse. Donc pour le compte de l'ECC, du moins là j'ai le mandat de parler, de communiquer en son nom, l'Église du Christ au Congo est une grande institution. Nous parlons d'une institution de 40 millions de membres. Nous parlons d'une institution qui travaille non seulement sur les questions politiques, même dans les questions ou sur les questions du développement, des questions de formation, parce que nous avons des écoles, des universités, mais aussi par l'histoire. Donc il ne faut pas que les uns les autres remettent en doute, surtout qu'on est en train de lier cette question aux tristes expériences des processus passés. Je tiens à profiter de l'occasion pour dire l'ECC n'a jamais confié la responsabilité de manière régulière à une personne en son nom pour dire voilà, l'Église du Christ au Congo mandate telle ou telle personne. Ce serait plutôt pour la première fois, de manière régulière et en tant qu'institution, que l'Église du Christ au Congo arrivera à donner, à recommander un candidat en son nom. Donc si les gens parlent du pasteur Daniel Mulunda, que je salue en passant, il faut rappeler que le pasteur Mulunda n'est pas membre de l'Église du Christ au Congo. Il est certainement issu des communautés méthodistes qui appartiennent à l'ECC, mais déjà il avait pris son indépendance. Là, vous essayez de répondre? Je profite de l'occasion pour éclairer l'opinion sur cette question, la lanterne de l'opinion, parce que souvent on rattache la responsabilité du pasteur Mulunda à l'Église du Christ au Congo. Donc je tiens d'abord à dire qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, il n'est pas membre, il n'est pas pasteur de l'Église du Christ au Congo. Il est pasteur méthodiste de
l'église méthodiste et membre de l'ECC, mais après il a pris son indépendance. De deux, en son temps, ce n'était pas les confessions qui avaient recommandé, c'était le parti politique en 2011 qui avait la responsabilité de choisir ou de désigner... Même s'il était avant de l'ECC, mais puisque c'est les partis politiques qui avaient désigné... Donc, déjà à l'époque où il était désigné, il n'était pas de l'ECC. Il était déjà parti de l'ECC. Oui, il était déjà dans l'église méthodiste indépendante, on avait déjà créé sa propre communauté qui n'était pas membre de l'église de Christ au Congo. Ce n'est pas pour le rejeter, ce n'est pas pour le nier, c'est juste pour montrer au niveau de la régularité de la procédure de désignation. Donc s'il est pasteur de la communauté, il exigerait alors, en ces temps, une recommandation dûment signée par les représentants légaux de sa communauté et entérinée par le président de l'ECC. C'est ça la procédure. Donc quand on est membre, et surtout si on est clergé, parce que les clergés s'engagent en politique par vocation. Et il faudrait que l'Église vous reconnaisse cette vocation et qu'elle vous recommande. Chez nous, on ne se recommande pas. Donc tel que je suis là, même si j'ai des ambitions, je ne peux pas me recommander. C'est mon Église qui doit d'abord reconnaître cette vocation à moi et qu'elle me recommande. C'est ça la tradition au sein de l'Église de Christ au Congo. Alors à ce stade, combien de candidatures de l'ECC déjà enregistrées pour la présidence de la Commission électorale nationale indépendante? Nous sommes à une vingtaine, il faut dire, à ce stade. Nous sommes à une vingtaine de candidatures. Je pense que d'autres sont en train d'arriver, parce que la clôture, c'est déjà demain. Je n'ose pas imaginer que vous êtes aussi candidat. Non, pas du tout. Sinon, je l'aurais dit, j'ai une autre responsabilité. Peut-être chez nous, il faut préciser que la procédure, c'est que c'est la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création, que je dirige d'ailleurs, qui est un département politique et technique de l'Église. C'est elle qui reçoit les candidatures, les analyse avec les experts que nous avons à l'interne, après soumet à d'autres organes décisionnels, c'est-à-dire ça va passer par d'autres organes jusqu'à arriver chez le président. Donc, chez nous, ce n'est pas la personne du président national, le révérend docteur Bokundoa, qui désigne qui il veut. Non, il reçoit dans une procédure régulièrement reconnue par l'Église. Mais en termes de critères, qu'est-ce qu'il faut pour être candidat? Les éléments moraux, critères de moralité, critères éthiques, critères de savoir-faire. Donc nous résumons par le savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être. Mais essentiellement, nous comme Église, nous tenons beaucoup plus sur l'éthique et la morale. Parce que vous savez que, d'ailleurs à la question, vous l'avez souligné en passant, si l'on reconnaît aux confessions religieuses la responsabilité des désignés, c'est d'abord pour j'allais dire, la responsabilité morale. Donc si à ce niveau-là, vous pouvez être expert, vous pouvez avoir tout ce que vous avez comme connaissance en matière électorale, mais pour nous, il faut d'abord une bonne moralité, ça suppose un bon témoignage, mais aussi une bonne capacité managériale. N'oublions pas que la CENI n'est pas qu'une institution technique, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et donc avec un personnel important, il faut quelqu'un qui a aussi la maîtrise en matière de gestion des ressources humaines, quelqu'un qui est un manager, parce que de l'autonomie de la CENI découle aussi la possibilité d'une gestion qui, par moment, peut ne pas passer par, j'allais dire, par une certaine dépendance. Donc il faut quelqu'un qui puisse attirer les partenaires importants, quelqu'un qui sait arbitrer, et quelqu'un qui a des compétences aussi dans la médiation des conflits. Donc il n'y a pas que, et ça je profite de votre micro pour préciser, j'entends souvent ces discours, les gens disent il faut un expert électoral, ce n'est pas que ça. Le président de la CENI n'est pas là que pour attendre les données techniques et dire les résultats. Non, non. Ce n'est pas une priorité, au-delà de ça, il y a plusieurs autres... Il y a plusieurs autres critères plus importants que moi j'estime d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau de la plénière, c'est une instance politique en réalité. L'administration électorale s'est faite au niveau du secrétariat exécutif national. À la rigueur, la plénière ou le bureau peut avoir 2-3 techniciens comme conseillers. Du reste, le président a un cabinet, il peut avoir ses conseillers. Mais ce qu'on attend d'un président de la CENI, c'est d'abord la notoriété. Cette capacité d'indépendance d'esprit qui peut faire face aux pressions politiques, qui peut donner les résultats de manière rationnelle et objective, mais au-delà de tout, qui peut gérer rationnellement l'institution pour nous éviter la corruption, pour nous éviter, vous savez qu'aujourd'hui,
la République est engagée dans la lutte contre la corruption. Donc il n'y a pas que cet aspect. Quand on va auditionner les rapports de l'équipe sortante, on ne va pas seulement regarder comment les données sont arrivées, comment on les a traitées, on va aussi analyser comment le budget a été réalisé, comment l'argent a été géré, comment le personnel de la CENI a été traité, est-ce qu'il y a des impayements, si oui, pourquoi, comment elle a mobilisé les fonds et comment elle a rationnellement géré les fonds mis à sa disposition. Donc je pense que la responsabilité, il faut quand même repenser beaucoup de choses. Vous savez que de tous ceux qui sont passés à la tête de la CENI, il n'y a eu que des experts. Mais quel est le résultat? Donc il faut quand même, ça c'est vraiment un avis personnel de l'ECC, nous disons qu'il faille vraiment repenser cette question. Expertise, oui, nous en voulons, mais aujourd'hui ce n'est pas un problème d'expertise qui nous met dans cette situation, c'est un problème de personnalité, c'est un problème de notoriété, c'est un problème des systèmes qui accompagnent le mécanisme électoral. Mais parmi les candidatures enregistrées au niveau de l'ECC, il y a aussi les candidatures féminines? Oui, je pense jusqu'à là nous avons 5 femmes qui ont déposé. Sur combien? Sur une quinzaine d'hommes. Il faut avouer que les femmes sont... Je pense que c'est lié à la perception. C'est comme ça que j'ai dit. C'est une question de perception qu'on se donne de ces postes. Est-ce que tout le monde a réellement la vocation? Est-ce que tout le monde veut vraiment conduire les élections libres, crédibles et transparentes? Ou ça devient une opportunité d'embauche, où les gens ils viennent pour des intérêts? Tout ça, c'est la question que nous nous posons. Parce que l'afflux que nous voyons, tant au niveau de l'ECC qu'ailleurs, je ne suis pas en train de décourager, mais j'interpelle à l'occasion tous celui qui pense être en mesure d'assumer cette responsabilité. On ne doit pas seulement voir l'aspect argent, l'aspect embauche, l'aspect, je ne sais pas, opportunité, mais c'est une grande et lourde responsabilité, surtout de gérer la CENI en cette période où le paysage politique a pris un paradigme particulier. Alors, à 24 heures de la clôture des dépôts des candidatures au sein des confessions religieuses, êtes-vous confiant par rapport à la suite? La confiance, il faut dire que nous la reposons au niveau du consensus dégagé par les confessions religieuses. Nous avons dit et nous le répétons, les candidats qui seront désignés ou les candidats qui seront désignés, je parle des candidats dans l'hypothèse des réformes qui pourraient donner une ou autre réalité, nous pensons que ça doit être les candidats des confessions religieuses et non de l'Église du Christ au Congo, de l'Église catholique ou alors de notre confession religieuse. Les manifestations qu'on a vécues l'année dernière doivent être dans les oubliettes actuellement? C'est la responsabilité que nous comptons assumer. Il n'est pas quand même aisé de voir les confessions participer au processus à un niveau donné et qu'au terme des résultats, nous revenons pour contester et entraîner la population dans la contestation, ou alors arriver à désigner un candidat qui ne nous met pas d'accord, déjà à l'interne, et qui malheureusement arrive à créer ce que vous déplorez vous-même. Nous pensons que ce n'est pas intéressant. Nous avons pris toutes nos responsabilités pour éviter cet état des choses. Alors après la clôture des dépôts des candidatures, quel scénario se présenteront devant nous? Nous suivons de près les mouvements au niveau du Parlement. Les choses devraient, selon nos convenances avec les parlements, aller de pair. Mais nous avons quand même une très bonne nouvelle, parce que le bureau de l'Assemblée nationale nous a communiqué déjà son ordre du jour de la session. Donc je pense, le 9 ici, on va commencer avec l'audition du rapport, et ça c'est le début de la régularité même du processus. C'est important de le souligner. Après, il y aura l'analyse des différentes propositions de loi. Nous estimons que ça serait la loi Lutundulla simplement parce qu'elle a suivi régulièrement la procédure. Donc, elle peut être examinée, ou une autre proposition, un projet de loi, mais au moins le bureau nous a assuré que, voilà, ils ont commencé. Donc, nous suivons de l'autre côté. Chez nous, après la clôture, le travail à l'interne commence. Ça ne sera pas publié. Nous allons travailler pour que chaque confession maintenant examine les candidatures reçues. Après, elle va retenir trois, et puis elle va amener les 3 au niveau de la plateforme. Vous l'avez dit tantôt, c'est 9, le président sortant de la CENI sera face aux députés nationaux pour présenter le rapport général de la CENI de la période allant entre 2012 et 2019. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Pour l'ECC particulièrement. Justement. Pour nous, nous avons déjà un travail de monitoring qui va commencer. Le monitoring, c'est que nous allons accompagner. Nous allons accompagner cette audition
ça représente pour nous les débuts réguliers et officiels du processus électoral de 2023. Parce que le processus commence par l'audition de ces rapports. C'est de là qu'il découlera l'orientation sur les réformes et la possibilité de déterminer le cadre y afférent. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de ces rapports? La vérité. La vérité qui pourra aider la République à tirer les vraies leçons de l'histoire, tant sur le plan de la gestion financière de la CENI. C'est pour cette raison que j'ai insisté. Il ne faut pas qu'on soit distrait à aller vers des faux problèmes. La difficulté du processus électoral ne se limite pas qu'à la publication des résultats. Nous devons aussi comprendre qu'il y a plusieurs difficultés, même au niveau des traitements, j'ai dit des agents de la CENI. Qu'est-ce qui expose parfois les gens à des pratiques telles que la corruption? C'est aussi la prise en charge, c'est aussi l'accompagnement, c'est aussi la surveillance. Donc il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous, comme SCC, nous allons statuer dans cette évaluation et nous allons faire un travail de 3 mois de monitoring avec les caucus des parlementaires, certains protestants et d'autres des autres confessions, mais en même temps avec la base. Et le monitoring va produire des rapports sur la perception de la population par rapport à cette audition. Et nous avons lancé un appel de conscience aux députés pour que cet examen soit fait de manière sereine, de manière crédible, objective, sans parti pris, pas pour vouloir jeter les pierres sur qui que ce soit, mais dégager les véritables problèmes qui plombent notre processus électoral. Alors, au regard des imperfections constatées par les uns les autres dans les 3 cycles électoraux connus depuis 2006 en République démocratique du Congo, quelles peuvent être les propositions de l'ICC pour améliorer les travaux, notamment de la CENI, tant dans la crédibilisation du vote, mais aussi dans le fonctionnement même de cet organe délibérant? En priorité, il faut repenser la philosophie de la composition de cet appareil. Pour nous, le soutien, c'est qu'il faudrait avoir un bureau de la CENI essentiellement composé de la société civile. Et les autres politiques peuvent être au niveau de la plénière. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut réduire tant soit peu la politisation de la CENI. Des deux, il faut rationaliser les mécanismes de la gestion de la CENI. J'insiste que le problème n'est pas seulement au niveau technique, mais aussi au niveau managérial, au niveau organisationnel de la CENI. Troisièmement, permettre aux confessions religieuses et les autres partenaires de la société civile de suivre les processus de bout en bout. Et là, j'attire l'attention des partenaires. Les processus ne commencent pas seulement par l'enrôlement des électeurs ou aux opérations des votes. Mais il faut commencer déjà par l'identification. Aujourd'hui, il y a un débat sur les recensements. On doit vider ces débats. Et nous devons être là pour veiller sur la masse électorale, veiller sur l'équilibre dans l'enrôlement ou dans l'identification des électeurs. Parce que si fraude il y a, c'est par là que ça commence. Si on commence à enrôler la population en fonction des zones ou des cartographies électorales favorables à tel ou tel autre parti, c'est déjà ça le début de la fraude électorale. Donc si on veut lutter pour avoir des bonnes élections, il faut commencer par là. Veiller cette fois-ci sur l'identification, que ce soit au prorata de la densité de chaque zone électorale. Pas que ici dans tel coin, parce que c'est acquis au pouvoir ou à l'opposition, vous sentez que les nombres varient selon les calculs préétablis. Donc voilà un peu comment... Mais certains politiques pensent que le recensement, si ça intervenait avant la tenue des élections en 2023, pourrait faire un point de glissement. Les CC estiment qu'il est important de trouver un consensus sur cette question. Elle n'est pas une question à éviter. Nous devons nous mettre d'accord, ce qui est vrai. Nous devons nous accorder sur quelque chose qui respecterait le principe du délai constitutionnel. Donc il y a lieu d'identifier par exemple les électeurs, ça peut être recensement, mais orienté prioritairement sur ceux qui sont à l'âge de voter dans cette tranche de période. Ça c'est une façon de faire, mais je reviens parce que le président national de l'ICC a dit il faut un consensus autour de ces préalables. Certains experts pensent que l'on a déjà connu une année de retard par rapport à l'organisation du processus dans le processus électoral. Pensez-vous que cela serait un point pour que les élections n'aient pas lieu dans les délais? Il n'y a pas de raison pour que les élections n'aient pas lieu dans les délais. On n'a pas dépassé, c'est vrai qu'on est déjà en train dans une ligne rouge, mais nous sommes encore dans les temps. Si volonté politique il y a, nous pouvons très bien faire les choses parce que nous estimons les élections
vers fin 2023, c'est pas en début 2023, donc ça suppose que l'on a encore 2 ans et demi devant nous. Je ne vois pas pourquoi. Mais au cas où les calendriers deviennent intenables, que ferait l'ECC? C'est le consensus qui demande l'ECC. Ce ne doit pas être une opinion du régime en place ou de l'opposition ou de la société civile. Il y a lieu de trouver un cadre consensuel pour lever des opinions. Ça ne doit pas non plus paraître comme quelque chose d'irréversible. Si vraiment toutes les raisons sont réunies pour que techniquement les élections ne soient pas exactement dans les délais constitutionnels, si marge il y a, c'est un consensus qui doit les dégager. Ça ne doit pas être une imposition ou des calculs politiciens pour essayer de tirer à longueur. Alors globalement, l'ECC est confiante quant à la tenue des élections en 2023. Très confiante, et elle estime que tous les moyens sont réunis et tout est possible. Et aujourd'hui, le paysage politique est à notre intérêt pour que nous avancions tranquillement ensemble avec la communauté nationale et internationale. Donc nous ne voyons pas, à proprement parler, une raison qui pourrait empêcher la tenue des élections en 2023. Et le rôle des partenaires de la RDC dans les préparatifs, voire la tenue des élections en 2023? L'Église du Christ au Congo attend de ses partenaires un rôle beaucoup plus objectif. C'est celui d'un accompagnement d'abord moral et diplomatique, parce que vous savez que nous sommes dans une situation où la République traverse un paysage politique très particulier. Donc il ne faudrait pas que la communauté internationale devienne aussi source de conflits internes au niveau de notre classe politique. Parce que nous savons qu'il y a certaines organisations ou certaines ambassades qui sont pro tel courant, tel, les autres sont pour tel autre. Donc il faudrait qu'ils s'unissent autour de l'objectif des élections. Ça c'est un des deux, c'est l'accompagnement aussi logistique, matériel et financier dans le processus électoral. Nous ne savons pas jusqu'à l'heure actuelle si le gouvernement congolais serait en mesure de supporter les élections par les frais ou par les fonds propres de l'État, ou alors elle va lever l'option de solliciter l'appui extérieur. Si tel est le cas... En cas de manque de moyens, vous serez d'accord que les bailleurs extérieurs prêtent main forte au gouvernement? Mais les mêmes bailleurs nous assistent pour des questions de santé, pour des questions de Covid, sanitaire, mais pourquoi pour les élections ça doit parler souveraineté? Nous avons toujours estimé que ce débat est beaucoup plus orienté politiquement, parce que si nous ne voulons plus l'aide extérieure, il faut la refuser sur toute la ligne. Donc que ce soit pour l'éducation, vous êtes sans ignorer que le projet gratuité d'enseignement est fondamentalement soutenu aussi par la Banque mondiale. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi quand il s'agit de l'enseignement, de la santé ou des questions sanitaires ou sécuritaires, ça ne dérange personne, mais quand ce sont des élections... Donc l'aide extérieure ne dérangerait personne. Il n'y a pas de raison que ça dérange. Et parce que nous d'ailleurs, comme l'Église du Christ au Congo, nous travaillons en partenariat avec ces organisations. Donc, les rapports est toujours important. C'est pourquoi nous parlons de la communauté internationale. Ce n'est pas un État, c'est la communauté dans laquelle nous faisons également partie. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Avez-vous un mot? C'est de remercier le Parlement pour le travail qu'il est en train de faire. Jusque-là, nous estimons qu'il est en train de respecter sa parole. Nous attendons l'audition du rapport Nanga qui va se passer bientôt. Nous remercions également le Parlement pour la question sécuritaire qui a été mise sur table, parce qu'on ne peut pas parler des élections au moment où nos populations sont en train d'être tuées. Donc c'est le message particulier du président de l'Église du Christ au Congo, pour qui j'ai porté la voix aujourd'hui. Il faut être conscient que les élections ne sont pas une finalité, elles sont un moyen. La finalité, c'est le bien-être. La finalité, c'est la régularité. La finalité, c'est la légitimité des institutions. La finalité, c'est le développement. Donc, les élections doivent rentrer dans une logique du développement intégral de notre pays. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans l'Objectif 2023, surtout pour la deuxième fois dans nos locaux. Merci beaucoup, madame, et merci à Actualité CD pour ce travail combien louable qu'il est en train de réaliser. Voilà, Objectif 2023 de ce jour est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.